Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, le recrutement inversé, en tout cas le recrutement sans CV. On en parle avec Camille Berthaud, cofondatrice de Parfait pour ce job. Elle va tout nous expliquer. Elle est notre invitée. Smart et réglo, vous avez entendu parler du métaverse, mais le droit du travail, le droit des salariés et le métaverse, on fera le point. C'est un sujet à la pointe, évidemment. On en parlera avec Myriam de Gaudusson. Elle est avocate en droit social. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Elisabeth Moreno. Elle fut ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Elle nous parlera de son parcours, de ses engagements. Elle nous parlera aussi de ses convictions pour les seniors notamment et pour les femmes. Elle sera notre invitée. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le business de la vente des bijoux. Elle cherche ses conseillères de vente directe. Mais oui, on recrute dans ce secteur et on en parlera avec Nathalie Gravenitz. Elle est directrice de Victoria Bijoux et présidente de la Fédération de la vente directe. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle recrutement et on parle de méthodes innovantes, disruptives pour recruter parce que vous avez des galères de recrutement et on en parle avec Camille Berthaud. Bonjour Camille. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice de Parfait pour ce job. Tout à fait. Vous êtes une jeune entrepreneuse. Alors Parfait sur ce job, c'est un bébé, il a 1 an. Mais en fait, toute l'aventure a démarré il y a déjà 5 ans. Exactement. Avec du contenu. Vous êtes allé à la rencontre des métiers en tendant votre micro. Vous avez fait la journaliste en fait. Un petit peu, ouais, tout à fait. J'ai fait la youtubeuse comme on dit maintenant. L'influenceuse. L'influenceuse, oh. Non, c'était ça l'idée, c'était quoi au départ, ce concept d'aller chercher, j'aime le lundi, c'est de donner de la parole à des gens qui font un métier et qui le racontent ? Exactement, initialement, ça vient d'une frustration personnelle qui est que moi, je suis une personne sans vocation. J'ai jamais su quoi faire dans la vie et je me suis toujours dit si seulement j'avais une année sabbatique pour tester plein de métiers. Toute seule, j'aurais jamais osé le faire, mais j'ai rencontré Miguel Munoz qui est devenu mon associé qui m'a dit tu viens, on prend 2 caméras, on va voir les gens, on leur propose de passer une journée avec eux pour leur poser plein de questions sur leur métier. Quand le métier s'y prête, on le teste et en échange, on fait une vidéo qu'eux pourront utiliser et que nous, on pourra diffuser sur notre média. Un mélange de vie ma vie et de sociologie très à l'intérieur d'un métier en fait. Exactement, tout à fait. Et de cela naît Parfait pour ce job. Comment ça naît ? Comment vous avez en tête l'idée qu'aujourd'hui on ne recrute plus sur un CV, mais qu'on recrute quoi ? Sur des compétences, sur des soft skills ? Nous, on passe du coup beaucoup de temps sur le terrain. On discute avec plein de gens de plein de secteurs différents. C'est marrant parce que toutes les personnes ont ce même discours de nous dire nous, dans notre secteur, c'est compliqué le recrutement. En fait, c'est compliqué partout, finalement. Exactement. Il y a un petit peu plus de 2 ans, on s'est spécialisé sur vraiment les métiers en tension. Donc, les métiers où il y a vraiment des grosses problématiques. On peut les citer, la restauration, les métiers techniques, la tech. Oui, le soin à la personne, la logistique, le bâtiment. C'est immense. Et on s'est dit qu'en fait, il y avait beaucoup de... pour nous, les métiers sont en tension pour 2 raisons principales. Soit ils le sont parce qu'ils sont extrêmement pénibles, mal considérés, mal rémunérés. Bien sûr. Soit ils le sont parce qu'ils sont méconnus ou parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Vous avez plein de métiers aujourd'hui qui ne rentrent pas dans le référentiel Pôle emploi. Et du coup, les personnes qui cherchent à recruter se retrouvent face à une impasse parce que ont du mal à travailler avec Pôle emploi et ont beau diffuser des annonces sur les job boards classiques que sont Monster et compagnie. Si les métiers ne sont pas connus, personne ne va consulter les annonces. Et donc, du coup, ces personnes-là, elles crient un petit peu dans le vide pour recruter. Donc, vous nous dites que ce sont des personnes qui ont de fortes compétences ou des compétences, mais elles ne sont pas dans la nomenclature. Et donc, en fait, tout ça se perd dans le vide. Et vous êtes en train de les récupérer, ces personnes, en fait. Exactement. Alors, des fortes compétences. Oui et non. Forcément, à partir du moment où on met en place une plateforme où on ne demande pas de CV, on se concentre sur des métiers qui demandent peu ou pas de qualification ou des métiers dont les formations peuvent être assurées en interne post-recrutement par les entreprises. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, vous êtes en train de compiler cette liste parce que j'imagine que vous avez compilé au fur et à mesure de vos rencontres avec micro en main. Comment vous faites pour aller chercher ces compétences ou ces personnes qui se mettent sur votre plateforme sans CV ? Alors, au fil des années, on s'est posé la question de, finalement, quelqu'un qui cherche à recruter pour un métier qui demande peu ou pas de compétences, qu'est-ce qu'il veut ? C'est très clair en fait, il veut une personne qui aime soit travailler en intérieur ou en extérieur, soit travailler seul ou en équipe, il veut une personne qui a le permis ou pas, qui est OK pour travailler sur des horaires décalés ou pas, et puis qui a une petite appétence pour le contact avec les personnes âgées, qui est habile de ses mains, le contact avec les animaux, voilà, tout ça au fil des années, on l'a structuré en un formulaire. C'est ça. Exactement. Donc ce formulaire-là, c'est le formulaire d'inscription des candidats. C'est un formulaire QCM qui prend 3 minutes à remplir. Et en gros, en 3 minutes, on est capable de qualifier une
personne en fonction de ses goûts, de ses souhaits, de ce qu'elle aime, des environnements dans lesquels elle est à l'aise ou pas. Il y a de l'IA ou pas? Ou c'est vraiment... C'est nous l'IA pour l'instant. C'est vous l'IA, non, c'est ce que je voulais dire, parce qu'on pourrait imaginer de l'IA qui vienne encore plus faire matcher l'offre et la demande. En face, vous avez des entreprises. Oui. Donc vous allez vers elles, comment ça marche ça? Alors c'est magique parce qu'aujourd'hui, donc l'entreprise a 1 an, on a plus de 200 entreprises qui ont utilisé la plateforme, on n'a pas prospecté une seule fois pour l'instant. Donc c'est le bouche-oreille, il y a un site qui est génial où tu as un vivier de candidats sans CV. Exactement. Aujourd'hui, toute notre énergie, on la met sur le fait de faire grossir ce vivier de candidats, de faire connaître la plateforme au grand public. Et les entreprises viennent toutes seules. Comment vous faites? Vous continuez avec votre micro et vos podcasts? Parce que d'abord, c'est une passion, j'imagine qu'il y a un vrai plaisir à le faire. Tout à fait. Et comment on va sourcer justement ces jeunes et moins jeunes? C'est quoi la tranche d'âge? C'est quoi la moyenne d'âge de votre fichier? Alors, c'est très varié? Oui, tout âge. Ouais. Vraiment. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va toucher les demandeurs d'emploi, mais on va toucher aussi les personnes qui sont en poste et qui aimeraient changer, les personnes qui envisagent des reconversions. On va toucher toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à s'identifier avec un intitulé de poste, tout ce qu'on appelle les couteaux suisses, les profils hybrides. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et pour la question du sourcing, alors d'une part, on crée du contenu. Donc, avec Maintenant J'aime le lundi, on a une communauté sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, ça nous fait une caisse de résonance pour parler de Parfait pour ce job. Et on fait aussi beaucoup de relations presse. Moi, je crois beaucoup en la presse régionale. Tout ce qui est PQR et compagnie, c'est très lu, c'est très intéressant, c'est lu par des profils très variés. Donc on fait beaucoup de presse, de manière à vous faire connaître par le plus grand nombre. Exactement. Et vous êtes venu faire un détour par les studios de Bismart dans l'émission Smart Job. Tout à fait. Bon vent à Parfait pour ce job. Et puis on peut, j'imagine, toujours écouter vos podcasts. Vous en faites toujours? Vous avez plus le temps? Ce pas des podcasts audio, ce sont des vidéos. Des vidéos, mais vous avez toujours le temps d'en faire ou pas? Vous continuez, vous n'avez pas abandonné? Surtout pas. Nous, on veut avoir les pieds sur le terrain parce que c'est là qu'on récolte les informations qui sont importantes et qui font qu'on arrive à monter une plateforme peut-être différente de tout ce qui se fait aujourd'hui. D'où ce rapport au territoire, en tout cas. D'où le fait que vous avez envie de mailler le plus largement possible. D'ailleurs, la géographie, vous avez des stats là-dessus? Votre fichier, c'est quoi? C'est surtout Île-de-France ou c'est partout en France? C'est beaucoup Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine parce que nous, on est basé à Bordeaux. D'accord. Mais l'objectif, c'est un projet d'envergure nationale. Lyon, Toulouse, toutes les régions, Lille, pour évidemment mailler le plus largement possible. Et en parlant de Lyon, j'ai un... Parlons Lyon. Parlons de Lyon. Mais parlons de Lyon. Parlons même plus de Villeurbanne, dis donc. Bien sûr. On a une histoire, par exemple, qui est complètement... qui est passionnante et qui résume vraiment ce qu'on a voulu faire avec Parfait pour ce job. Il y a une entreprise à Villeurbanne, qui est une boîte de service qui recrute des gens pour checker les bornes à incendie. Donc ça fait partie des métiers qui sont nécessaires. Et il n'y a pas de nomenclature pour ce métier. Qui ne rentrent pas dans le référentiel Pôle emploi. Donc cette PME-là, elle galère à recruter, alors qu'en face, ses clients, c'est Lyon Métropole, c'est des grosses boîtes de BTP. Donc, et il y a des enjeux de sécurité. Exactement. Elle n'arrive pas à recruter via les plateformes traditionnelles. Elle a essayé notre site 2 fois, elle a recruté 2 fois. Et elle a recruté des personnes qui ne connaissaient même pas le métier. Mais, formation rapide. Exactement. Et cette gérante, elle savait qu'elle voulait des gens qui aiment bosser en extérieur, seuls, qui ont le permis de conduire et qui sont dans sa zone géographique. Elle a rentré ces 4 critères-là. Nous, on a envoyé son annonce à toutes les personnes qui rentraient dans ces critères et elle a recruté notamment une personne qui initialement était accessoiriste dans le théâtre, qui ne trouvait plus de travail, qui avait besoin de bosser. Ça s'est super bien passé. Enfin, c'est exactement. Donc Lyon, une région dans laquelle vous recrutez aussi. Partout. Et on recrute. Partout. Merci Camille Berthaud d'être venue nous apporter votre énergie. Les podcasts qui n'en sont pas, qui sont des vidéos de métier. J'aime le lundi. Maintenant j'aime le lundi. Et puis, Parfait pour ce job et un site, évidemment. Allez sur le site, peut-être mettez votre annonce. Ou si vous êtes une entreprise, allez donc voir. Peut-être qu'il y a des candidats qui correspondent à vos recherches. Merci Camille. Avec plaisir, merci à vous. À très bientôt et bon vent pour la suite de votre aventure entrepreneuriale. Smart et Réglo, le métaverse. Alors, Parfait pour ce job n'est pas encore dans le métaverse. C'est un vrai sujet de droit aussi, ce n'est pas qu'un objet ludique. Le droit des salariés dans le métaverse, voilà une question importante et on en parle, c'est Smart et Réglo. Smart et Réglo avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Avocate en droit social chez Franklin. Le droit social, bon ça c'est évidemment Smart et Réglo, mais le droit social et le métaverse. D'abord, en 10 secondes, le métaverse c'est quoi? Le métaverse, c'est un environnement virtuel où les interactions se font par le biais d'un avatar. Avec une expérience immersive dans un autre monde, une autre dimension. Donc,
plein de questions découlent de ce métaverse. J'ai un avatar. Et est-ce que le droit du travail s'applique à mon avatar? En un mot, j'ai un échange avec quelqu'un dans une réunion virtuelle, dans le métaverse, et j'insulte mon manager. Ça s'applique le droit du travail ou pas? Alors, le métaverse n'a pas d'appartenance ou de lieu géographiquement déterminé. Donc, on va se rapporter au contrat de travail des personnes qui vont se projeter dans le métaverse par le biais d'un avatar. Donc, oui, le droit du travail va s'appliquer. Et notamment sur les questions de discipline et de comportement des avatars entre eux. Quand même quelques mots, parce Oui. qu'il y a deux sujets qui en découlent. Soit j'ai un avatar personnel, parce que je suis un passionné de métaverse, et je me balade. Ou alors, mon entreprise développe du NFT, les métaverses, est très en pointe, et mon avatar est un avatar professionnel. On est d'accord? Il faut bien distinguer les deux? Absolument. Carrefour, IBM, Facebook avec Meta ont acheté des terrains virtuels Exactement. À titre professionnel sur lesquels vous avez des réunions entre avatars, mais qui correspondent à des sous-jacents humains. Il y a un monde professionnel qui se développe par ce biais. Donc ça veut dire que si mon avatar professionnel profère des choses qui ne sont pas bonnes ou arrive en retard à sa réunion métaverse, je vais très loin. Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est comme un salarié soumis au droit du travail? C'est tout à fait cohérent de se projeter sur des questions auxquelles on ne se pose pas aujourd'hui et qui viennent très très vite. Vous avez le premier cas de harcèlement sexuel d'un avatar aux États-Unis. Incroyable. Oui, donc on peut se poser toutes ces questions, il n'y a plus de limite. Et les seuls repères qu'on a d'un point de vue juridique, en droit du travail, c'est finalement notre code du travail et le règlement intérieur. Donc il faut faire des chartes sur le comportement. Par exemple, également, est-ce qu'un avatar Il faut rajouter dans les chartes, on est d'accord. Il faut ou en faire une dédiée. Une dédiée sur lorsque vous êtes dans l'espace métaverse. Exactement. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se projeter dans un avatar qui ne serait pas semblable à notre Autre apparence. question. Oui, est-ce qu'on Pour les peut... personnes en situation de handicap qui ne veulent pas montrer qu'elles sont en situation de Absolument. handicap. Donc, est-ce qu'on peut utiliser un avatar professionnel par le biais d'un dinosaure, par exemple? On peut tout imaginer. Alors, certaines entreprises le permettent et d'autres non. Il faut s'adapter. Concrètement, le débat même des syndicats, c'est-à-dire la consultation du CSE, toutes ces règles qui sont liées au dialogue social, aux accords d'entreprise, elles s'appliquent aussi au métaverse, parce qu'il y a des règles de formation, des règles de vie dans l'entreprise. Est-ce que ces règles-là basculent aussi au sein de l'avatar, ou est-ce que c'est encore un lieu un petit peu Far West? Alors, c'est un lieu encore à Far West, c'est vrai. Néanmoins, les repères du Code du travail s'appliquent. Sur la formation, bien sûr, on peut imaginer que certaines populations un peu plus âgées aient du mal à utiliser le casque de réalité virtuelle et à se comporter comme il le faudrait dans ce monde. Qui n'est pas sans risque quand même, il ne faut pas le garder trop longtemps sur son visage. Tout à fait. Bah alors, du coup, effectivement, la question se pose également du télétravail, puisque c'est le seul repère qu'on ait par rapport au fait de travailler dans le métaverse. Est-ce qu'on travaillerait toute la journée ou uniquement pour des réunions? Je crois que c'est impossible sur le plan de la santé, il me semble. Alors, il y a le droit à la déconnexion sur le plan de la santé également, mais certains call centers commencent dans d'autres pays à faire travailler des avatars, c'est-à-dire des personnes humaines derrière, toute la journée. Donc ça, juste qu'on soit bien délimité, la France est touchée. Est-ce que vous, à travers vos clients, à travers, je dirais, la jurisprudence, vous voyez arriver ce sujet, ou est-ce qu'il est encore un peu loin de nous? Alors, la jurisprudence, oui, c'est loin. Mais s'agissant de certains clients, oui, effectivement, dans les nouvelles technologies et certaines filiales de sociétés étrangères organisent d'ores et déjà des workrooms par le biais d'Avatar. Les fameuses workrooms. Avant de nous quitter, Myriam, il y a un autre débat. Alors là, on évoquait le droit du travail. Vous nous confirmez qu'il se transpose à peu près mécaniquement, à condition d'avoir bien mis des chartes en place. Hein, ça, c'est les règles. Et puis, il y a le métaverse dans le cadre du recrutement. Oui. Là aussi, on recrute dans le métaverse, ou grâce au métaverse? Alors oui, ça permet, c'est un mécanisme d'inclusion vis-à-vis des personnes handicapées notamment. Et c'est plutôt positif. Mais à vrai dire, en France, j'ai pas encore eu d'exemple. Pas d'exemple, mais à ce stade. Vous nous dites quand même très doucement que par le biais de très grosses entreprises américaines, asiatiques, par leurs filiales, il risque d'y avoir on va transposer ce qui se passe dans ces pays ici en France. C'est ce qui va arriver. C'est-à-dire organiser des réunions qui vont remplacer les visios dont on sait que ça peut être fatigant et usant.
des heures et des heures en visio, comme on a pu le voir pendant le confinement, par des réunions dans le métaverse, et qui seraient plus agréables en réalité. Plus agréable, encore une fois, je le redis, je crois qu'il y a un débat sur la santé et les ondes envoyées par ce casque. Et on dit que c'est pas plus de 20 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à réinstaller des règles de droit sur l'utilisation de l'outil, on est d'accord? Oui, et ce n'est pas ça n'existe pas prévu. encore. Non. Donc là, pour l'instant, on fait ce qu'on veut. Le Code du travail ne prévoit pas. Si jamais ça pouvait conduire à un accident du travail, à ce stade, ce n'est pas encore déterminé. Ou à des troubles psychologiques éventuellement. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet dont je pense qu'on va continuer à parler régulièrement parce qu'on est dans des sujets un peu de zone grise qui ne sont pas encore totalement réglés par le droit. En tout cas, le droit du travail se transpose. Merci Myriam Dugodusson, avocate en droit social, spécialiste de ce sujet et de plein d'autres chez Franklin. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et le Cercle RH accueille Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, et on va revenir évidemment sur son parcours de femme et d'entrepreneuse, de femme inspirante aussi, et puis du regard qu'elle porte bien sur la société, sur les réformes actuelles, réforme des retraites évidemment, et sur ce fonds d'investissement qu'elle va porter autour de la formation et de l'éducation. Elle est notre invitée, c'est un grand entretien juste après la pause. Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Ancienne ministre déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes. D'ailleurs, j'ai vu sur le site, c'est hommes-femmes. J'ai remis dans l'ordre. Écoutez, quand ce genre de... Merci déjà de l'avoir fait, mais quand ce genre de problème sera la chose la plus importante, ça veut dire qu'on aura réglé énormément de choses. Alors, ancienne ministre déléguée, mais surtout entrepreneuse, femme qui entreprend et femme qui lance des initiatives. On va en parler avec vous. Ce fonds d'investissement sur lequel vous travaillez, qui est une immense aventure en direction de l'Afrique, si j'ai bien compris, autour de l'éducation et de la France. Formation, éducation, absolument, qui pour vous sont des piliers fondateurs. Quelques mots sur vous. Question un peu philosophique. Tiens, on a une rubrique qui s'appelle Smart Philo. Vous avez réussi votre vie ou vous avez réussi dans la vie, Elisabeth Moreno? Je dirais plutôt que j'ai réussi dans la vie. J'ai réussi dans la vie parce que le départ de ma vie ne me prédestinait pas à réussir. Je fais partie de ces personnes sur qui on n'aurait pas misé, on n'aurait pas pensé que j'aurais la carrière que j'ai eue, et moi certainement pas, parce que le déterminisme social fait que parfois on s'enferme dans des boîtes et on s'interdit de rêver trop grand. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Non, parce que j'ai encore énormément de choses à faire, parce qu'il y a des choses que j'ai échoué. Mais vous savez, il n'y a que les personnes qui ne font rien qui n'échouent pas. Et c'est aussi grâce à mes échecs que je suis arrivée là où je suis. Donc j'ai réussi dans la vie, mais il reste encore beaucoup de choses à accomplir. Je considère que vous faites partie de ces femmes inspirantes, même lorsqu'elles ne s'expriment pas verbalement. Vous êtes une femme inspirante. Est-ce que vous en avez conscience ? J'en ai pris conscience à force de l'entendre, et je le dis avec humilité. Par votre parcours, par votre histoire, par votre résilience aussi. Par mon parcours, parce que j'ai un parcours atypique qui probablement parle aux personnes qui sont parties de loin et à qui on a dit de rester à leur place. Finalement, je pense que mon parcours dit que la place qui est la nôtre, c'est celle que nous choisissons. Donc, je crois que les personnes qui sont inspirées par mon parcours sont ces personnes qui se reconnaissent en moi parce que elles sont ce qu'elles sont. On leur accorde la possibilité de faire certaines choses ou pas. Et si je peux dire à ces personnes au travers de mon histoire qu'elles peuvent tout faire, est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce qu'il faudra se battre? Est-ce qu'il faudra travailler? Est-ce qu'il faudra être résilient? Oui. Mais est-ce que c'est possible? C'est ça la bonne nouvelle. En tout cas, vous donnez espoir à ceux qui, parfois, ont le sentiment qu'ils ont un plafond de verre au-dessus de la tête. Et on va revenir à cette réforme des retraites, parce que, évidemment, elle est dans la rue. Elle est dans l'hémicycle, le débat se poursuit. Quel regard vous portez sur cette réforme? Parce qu'en travaillant sur votre parcours de ministre délégué, j'ai découvert que vous aviez créé l'index diversité et inclusion afin de promouvoir la diversité sous toutes ses formes dans le monde professionnel. C'était très très ambitieux. Travailler sur l'intergénérationnel, ça c'était un point important, et vous vouliez finalement supprimer les inégalités tant liées aux cultures, au parcours, mais à l'âge. Comment vous la regardez, cette réforme qui semble, et pas sur le plan politique, est-ce que vous pensez qu'on a envie de se dire presque tout ça pour ça?
Moi, cette réforme, je la regarde avec curiosité dans l'émotion qu'elle suscite. On est en train de dire que pour sauver notre système de retraite à répartition, il va falloir qu'on travaille 1 an ou 1 an et demi de plus. C'est un système qu'on nous envie dans le monde entier, c'est un système auquel nous sommes attachés, c'est un système de solidarité intergénérationnelle et les gens sont dans la rue et ils sont inquiets et ils sont préoccupés. Je pense que cette réforme est nécessaire. Je pense qu'il est important que chacun comprenne pourquoi elle est importante. Mais je vais aller plus loin. Je ne crois pas que ce soit véritablement le problème du passage de 63 à 64 ans. Ça cache autre chose. Ça cache autre chose. Je pense que ça cache des préoccupations beaucoup plus profondes, des préoccupations sur le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Ce monde du travail qui ne donne pas de désir, de joie, d'envie, ni aux jeunes générations, ni aux générations plus matures. Et je crois que cette réforme eût pu être une formidable opportunité de repenser le monde du travail. Ce n'est pas le cas. Une formidable opportunité de se demander pourquoi des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans et qui ne seront pas à la retraite avant au moins 50 ans descendent dans la rue, se posent la question et vont dans la rue pour dire « je ne veux pas de cette réforme ». Donc je crois vraiment que moi je vois derrière chaque crise une opportunité et cette opportunité que je voyais, c'est qu'est-ce qui fait que vous et moi, nous aimons notre travail ou pas? Qu'est-ce qui fait que le travail peut être une source d'émancipation? Qu'est-ce qui fait que le travail peut nous permettre de nous réaliser et nous accomplir? C'est beaucoup plus intéressant et en termes de perspective, beaucoup plus puissant que de rester focalisé sur des batailles entre le gouvernement, les syndicats, les partis politiques. Ça, je trouve que c'est pas le plus intéressant. Elisabeth Moreno, en creux, vous nous dites très clairement, je soutiens cette réforme, mais en creux, vous nous dites aussi, peut-être que si on s'était pris autrement, en travaillant d'abord sur la pédagogie, sur la réflexion autour du travail, sur le sens du travail, peut-être nous ne serions pas dans des journées de blocage qui vont s'enchaîner et s'égrener au fil des semaines. Vous savez, si vous prenez la thématique qui a été la plus traitée par les médias depuis le mois de septembre, c'est la réforme des retraites. Il n'y a pas un matin, un midi ou un soir où vous n'entendez pas les syndicats, le gouvernement, les indiens. On ne parle que de ça. Mais pas vraiment de ce dont vous parlez. Systématiquement de la même chose. On a enfermé cette réforme dans une idée de passage de 62 ou à 64. Et même si c'était 63, 64. Et je crois fondamentalement que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on trouve qu'il n'y a plus de sens au travail? Pourquoi, alors que tous les pays européens sont bien, pour la plupart d'entre eux, partent à la retraite beaucoup plus tardivement, que nous avons un système qu'on nous envie partout, pourquoi on reste focalisé sur les faux problèmes? Si je vous dis que vous devez travailler 1 année de plus pour faire en sorte que la retraite de vos parents soit correcte, vous le ferez. Si je vous dis... Ou de mes enfants d'ailleurs. Ou vos enfants, ou de mes enfants, ils le feront. Si je vous dis, écoutez, il n'est pas normal que dans un pays aussi fort, aussi puissant, la 7e puissance économique mondiale, où il y a tellement d'opportunités de créer de nouveaux jobs, où on a besoin de faire une transition énergétique, industrielle, écologique, colossale, dans laquelle on peut réinventer le sens du travail, là, les discussions deviennent intéressantes. D'ailleurs, je m'autorise, vous assumez, c'est intéressant, vous n'êtes plus dans le gouvernement, donc vous avez une liberté de parole aussi, d'assumer le fait qu'après tout, ces rentrées fiscales... perdu ma liberté de parole. Non, c'est vrai. Quel que soit le prix c'est vrai. que ça m'écoute. Vous reconnaîtrez qu'on est un peu plus cadenassé quand on est au gouvernement. Il faut faire plus attention. C'était pas un parce reproche. Que chaque virgule peut être commentée et travestie. Mais vous nous dites quand même que cet argent récolté grâce à cette année supplémentaire peut aussi servir à payer autre chose que les retraites, parce qu'on a des enjeux écologiques, on a des enjeux économiques, et que tout ça peut aussi nourrir la richesse de la nation. Parce que ce débat est quand même un petit peu complexe au sein du gouvernement. Ce sont nos impôts qui permettent à la France d'être à la place qui est la sienne aujourd'hui. Nous sommes l'un des pays les plus productifs au monde. Non déplaise à ceux qui veulent nous faire croire le contraire. Nous sommes un pays
qui, encore une fois, brille dans le monde par sa créativité, par son inventivité. On a les plus grandes entreprises du luxe, on a les plus grandes banques, on a les plus grandes industries. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Soit nous nous endormons et nous nous apitoyons sur un passage de 62 à 64, soit nous nous disons que nous avons une force sur laquelle nous pouvons capitaliser. À nous de choisir. Très intéressant. Engageons-nous, battons-nous et avançons. Mais c'est notre vie, c'est celle de nos enfants, c'est celle de nos aînés. Je ne sais plus qui disait que la force d'une nation se mesure aussi à la manière dont elle traite ses aînés. Bien sûr que je me suis intéressée à cette question de l'âge des seniors. Et des seniors, oui. Vilain mot, les seniors. Hein. Très vilain mot. Quel horrible mot. Les femmes sont seniors à partir de 45 ans. C'est incroyable. On a un véritable sujet sur l'agisme dans notre pays. Un véritable sujet. Si vous considérez qu'une personne qui a 45 ans, qui a de l'expérience, qui a, pour ceux qui en ont, élevé ses enfants, qui sait ce qu'elle veut, la manière dont elle veut le faire, qui sait comment contribuer, comment apporter le meilleur, qui est totalement épanouie dans sa vie, au moment où elle est prête à donner le plus de ce qu'elle a, on lui dit non. Non, laisse la place aux jeunes. Mais dans tous les pays du monde, vous avez besoin de l'expérience des aînés et de la force vive et de la dynamique des jeunes pour y arriver. Pourquoi est-ce qu'il serait différent, différent dans notre pays? C'est d'ailleurs au crédit d'Emmanuel Macron, comme cette politique d'un jeune, une solution. On en parle beaucoup sur ce plateau, on est partenaires. Et qui a donné des résultats incroyables. Et qui a donné de très bons résultats. Accélérons sur les seniors. Nous avons le même enjeu avec les seniors. Vous ne pouvez pas partir à la retraite à un âge que vous ne souhaitez pas. Moi, je suis extrêmement attachée au choix. Si vous avez envie de travailler jusqu'à 70 ans, parce que vous aimez votre métier, parce que vous adorez ce que vous faites, eh bien faites-le. Et si vous voulez ou si vous devez vous arrêter parce que vous avez des métiers pénibles, parce que vous avez commencé à travailler à 17 ans, parce que vous êtes allé à l'usine et que c'est pas toujours très drôle, eh bien dans ce cas-là, mettons des règles qui vous donnent le sentiment d'être considéré en tant qu'être humain et pas seulement une ressource humaine et un chiffre sur un papier. Ça, c'est un sujet intéressant d'ailleurs parce que la notion de liberté et de pénibilité, elle est aussi posée dans cette réforme. Et elle est fondamentale. Et pas réglée, mon faut le père préciser. a travaillé sur les chantiers toute sa vie, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Évidemment que sa situation est beaucoup plus compliquée que la mienne qui est travaillée dans des bureaux cosy et qui... voilà, donc il faut avoir cette notion de pénibilité en tête. Il faut travailler aussi sur les questions des régimes spéciaux, parce que s'ils étaient spéciaux il y a 50 ans, qu'est-ce qui justifie qu'ils le soient encore aujourd'hui? Certains doivent le rester. Il y a la police, il y a les corps régaliens, mais certains ne sont plus d'actualité, on est d'accord. Et c'est pour ça que je vous dis que véritablement, cette réforme des retraites eût pu être un moyen de dialogue, de discussion sur la société et sur le monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui et sur celui que nous allons préparer pour répondre aux enjeux de demain. Je regrette que ce ne soit pas le cas. Vous parlez de votre parcours, de votre vie, et souvent vous y faites référence à votre famille, à vos parents qui étaient illettrés. Ce sont vos piliers. Oui. On a le sentiment aussi qu'il vous donne beaucoup de force, l'histoire de vos parents, leur labeur, leur souffrance, et les souffrances familiales, parce que vous avez aussi traversé des moments difficiles au sein de votre famille. La suite, c'est de rendre, on a le sentiment qu'à travers ce fonds d'investissement, pour terminer notre émission, ce que vous êtes en train de bâtir, une passerelle entre la France, entre l'Afrique, il y a quelque chose chez vous, à cet instant de votre vie, qui est de rendre. Oui. Il y a de ça? Oui, il y a beaucoup de ça. D'abord, je suis extrêmement fière de ma double culture. Capverdienne, on ne l'a pas précisé. Capverdienne et française. C'est important de le dire. Et c'est important parce que c'est tellement petit. C'est petit et c'est très beau. C'est magnifique. Je suis extrêmement fière de ma double culture. C'est de là que je puise toute ma force et de ces valeurs que mes parents m'ont inculquées, le sens du travail, le sens du courage, du respect, de la considération de soi et des autres. Vous savez, il n'y a que 14 kilomètres qui séparent le continent européen du continent africain. Nos histoires sont profondément liées. Elles ont des pages sombres, elles ont des pages heureuses. Il y a énormément de familles sur le continent africain qui ont une partie d'eux-mêmes en France. Bien sûr. Il y a énormément d'Européens qui ont une partie d'eux-mêmes sur le continent africain. Tant qu'on salira
cette histoire, tant qu'on remettra, et de tous les côtés d'ailleurs, hein, tant qu'on la fantasmera, tant qu'on ne la regardera pas dans sa réalité, tant que les politiques continueront d'utiliser ces histoires pour nous confronter, pour nous diviser, pour nous fracturer, nous serons tous perdants. Pourquoi j'ai décidé de faire ce fonds et d'avoir un pied en France et un pied en Afrique? C'est parce que je crois que nos destins sont liés et c'est parce que je crois, comme le disait Nelson Mandela, que l'éducation et la formation sont les armes les plus puissantes pour prendre votre destin en main. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai vu mes parents souffrir, j'ai vu mes parents être humiliés de ne pas savoir lire et j'ai tout misé sur l'éducation. Et si je suis en face de vous aujourd'hui, Arnaud, à avoir cette conversation, c'est parce qu'il y a des professeurs, des maîtresses, des enseignants qui m'ont transmis. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de transmettre et je le fais avec joie et un sens de la mission qui me réjouit profondément. Formation, éducation, il suffit d'aller dans l'Afrique et en Afrique, dans certains pays, on voit une jeunesse qui n'est pas désœuvrée, c'est une jeunesse diplômée. C'est une jeunesse qui a envie de réussir. C'est une jeunesse qui vous dit, mais j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai fait une école de commerce, je trouve pas. C'est terrible. C'est ça que vous, à travers ça, c'est vous. C'est là-dessus que c'est ce sujet-là que vous traitez. Vous savez, les préjugés vis-à-vis de l'Afrique sont terribles. La condescendance qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'Afrique est humiliante. C'est le terme le plus faible que je peux trouver. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la créativité de l'Afrique. Vous savez, quand vous n'avez rien, vous êtes obligé de créer et d'inventer. On est très inventif. L'Afrique est l'un des continents qui a les femmes les plus entrepreneuses au monde. Pas parce qu'elle le fait par plaisir, parce que c'est une question de survie. Vous créez une entreprise parce que cette entreprise répond à un besoin. Vous créez un produit parce qu'il répond à un besoin. Le continent africain est l'un des continents où il y a le plus de choses à construire, que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la tech, la technologie, cette 4e révolution industrielle peut changer la face du continent africain. Donc, que ce soit pour les Africains eux-mêmes, hein, d'ailleurs, hein. On ne le dit pas assez. Extrêmement connectés. Bah oui. Pourquoi le mobile money a explosé en Afrique? Moi, j'ai trouvé des solutions financières en Afrique que je n'ai pas trouvées ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'héritage. Parce qu'il est extrêmement difficile pour un grand groupe qui s'est construit sur un business model de se remettre en question, de le casser pour inventer autre chose. Il n'y a que Steve Jobs, finalement, qui a eu l'un des rares patrons à avoir cassé un modèle pour en inventer un autre. PayPal aurait dû être inventé par une banque. Airbnb aurait dû être inventé par Accor. Donc, il faut se dire que ce continent a un potentiel incroyable, qu'il a la jeunesse la plus dynamique. Et en 2050, un tiers de la population mondiale sera africaine. Là où l'Europe vieillit, l'Europe vieillit de plus en plus, ce continent a de l'intelligence, de la force, de l'envie à rapporter. Ce dont elle manque, c'est de formation, c'est d'éducation sur des sujets extrêmement importants. Et les questions de gouvernance sur le continent, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait davantage de personnes qui puissent l'acquérir parce que le continent peut prendre son destin en main au travers de sa jeunesse, j'en suis convaincue, et de ses femmes. Et de ces femmes, vous le dites, c'est vrai, ces femmes entrepreneuses, jeunes ou moins jeunes. Je vous ramène toujours à la politique, la grande politique, projet de loi, immigration, travail. Le énième projet de loi. Il vous évoque quoi, ce projet de loi? Si les lois réglaient tous les problèmes du monde, ça se saurait. La première loi en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, vous savez de quand elle date? 1972. Plus de 50 ans après, on est encore à se poser des questions métaphysiques et les femmes gagnent entre 15 et 20% de moins qu'un homme à compétences égales et à responsabilité égale. Les lois ne résolvent pas tout. Et puisque vous me donnez l'occasion de parler d'immigration... C'est l'idée de faire venir, je le dis simplement, puisque ça fait écho à ce que vous dites, c'est de réguler par des quotas sur des métiers sous tension des personnes venues de l'étranger qui pourraient pourvoir ces postes. Est-ce que ça vous semble être la bonne solution, cette politique, j'allais dire, de quotas, ou est-ce que vous dites on n'y arrivera pas comme ça? Il y a plusieurs choses. D'abord, je trouve ça extrêmement hypocrite d'ouvrir les yeux aujourd'hui sur des situations de personnes qui travaillent en situation irrégulière depuis des années, sur lesquelles on a fermé les yeux parce que ça arrangeait tout le monde. Évidemment. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, on va faire une loi pour régulariser des gens... Et l'entrepreneur va les déclarer.
souhaite bien que l'entrepreneur... Pas trop tôt. Puis, voilà, parce que, encore une fois, ce sont des situations individuelles terribles. Quand vous travaillez et que vous n'êtes pas régularisé, ça veut dire que généralement, vous n'avez pas de bulletin de salaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un prêt bancaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un appartement. Exclu. Ça veut dire que vous êtes exclu du fonctionnement normal de la société. Quand vous n'avez pas de papier Tout en créant de la d'identité, richesse. tout en créant de la richesse, tout en payant vos impôts. Bien sûr. Et donc, je trouve qu'il y a une énorme hypocrisie derrière ce sujet. Et moi, je vous dis que, vous savez, le taux de chômage moyen dans notre pays, il est de 7%. Je crois que le président de la République et le gouvernement ont fait un travail colossal pour qu'on arrive à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut oublier les personnes qui vivent dans les zones rurales et qui, parfois, n'ont pas vu leurs parents travailler pendant une génération. C'est vrai. Il ne faut pas oublier ces personnes qui sont dans les zones urbaines défavorisées où vous passez à 25, voire 40% de taux de chômage. C'est ça la réalité dans notre pays. Donc, est-ce qu'une loi, une énième loi sur l'immigration va y changer quelque chose ? Je précise, hein. Et le travail, je ne sais pas. Et je ne veux même pas, c'est pas mon sujet. J'entends. Mon sujet, c'est de dire comment est-ce que nous faisons pour donner de la légitimité aux personnes qui sont dans notre pays aujourd'hui, qui y sont arrivées de manière régulière, qui veulent participer à la vie économique de la France, Comment on les qui veulent intègre participer vraiment à la croissance, comment on les intègre, comment on forme ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui sont dans les quartiers défavorisés, qui ont envie, parce qu'il faut arrêter de croire qu'il n'y a que de la délinquance dans l'immigration, comme certains partis politiques veulent essayer de nous le faire croire, qu'il n'y a que du misérabilisme dans les quartiers défavorisés ou dans les zones rurales. Il y a beaucoup de vie. Il y a de la vie, il y a de la création, il y a de l'envie, il y a de la participation à la vie de la France et il serait temps qu'on leur donne la place qu'ils méritent, pas en les fustigeant et en les mettant dans un coin et en les méprisant et en parlant d'eux comme si c'était des sous-personnes, mais en les considérant comme des forces vives de notre pays. Elisabeth Moreno, femme inspirante et qui ne mâche pas ses mots. Merci de nous avoir rendu visite. Merci de votre sincérité et de vos engagements. Ancienne ministre déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes, et vous portez, et c'est un travail assez titanesque, un fonds en construction, un fonds d'investissement, passerelle entre... Sur le capital humain. Le capital humain. Extrêmement important. Tout le monde parle de la réindustrialisation durable de notre pays, de la transition écologique et énergétique. Moi, je veux que les plus grands savants de notre pays et les plus grands experts me disent comment on va faire une transition industrielle, écologique ou énergétique si on n'a plus de soudeurs, si on n'a plus de chaudronniers, si on méprise les métiers de la main, alors que la France a un savoir-faire extraordinaire dans tous les secteurs de métiers, mais qu'on ne les mesure plus à leur juste valeur parce qu'on a mis davantage de focus sur les métiers de col blanc parce que c'est tellement plus élégant et que les métiers de col bleu sont magnifiques. Merci, c'est toujours un plaisir de vous accueillir, Elisabeth Moreno. Merci de votre invitation. Bon vent pour ce travail, cette aventure de ce fonds, et puis pour tous les mots que vous prononcez ici sur ce plateau de Smart Job. Merci et à très très bientôt. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle de recrutement évidemment. Fenêtre sur l'emploi, on parle de recrutement. Alors c'est un secteur dont on n'a jamais encore parlé ici sur ce plateau, le recrutement de vente, de conseillères de vente directe de bijoux. Alors j'allais dire c'est un peu une niche, mais c'est un vrai sujet parce qu'on ne trouve pas et il y a des difficultés de recrutement. Et on en parle avec Nathalie Gravenitz, directrice de Victoria Bijoux, mais par ailleurs, autre casquette, présidente de la Fédération de la vente directe. Quand même, pour le grand public, la vente directe, ce sont des hôtesses qui ont des petites mallettes avec plein de bijoux dedans et qui se déplacent chez le particulier, on est d'accord? C'est bien ça, en fait. Mais la vente directe, ce n'est pas que ça. C'est aussi de la vente par réunion, la vente en type face à Tupperware, pour le dire simple. Ça aussi, type Tupperware. Mais donc, la vente directe représente quand même en France 4,5 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est le 3e secteur de distribution. Donc, on est un véritable acteur de la vie économique en France. Zone rurale, petite ville, c'est ça le ciblage de... Effectivement. Donc, tout dépend des produits que vous vendez. Mais nous sommes beaucoup en province, dans
les grandes villes, il y a à peu près tout. Et donc, effectivement, nous sommes beaucoup plus présents en province, mais ça ne nous empêche pas d'être présents également dans les grandes villes. Alors, votre entreprise, parce que vous parlez au nom d'une fédération et vous représentez l'ensemble des métiers, mais vous êtes aussi directrice France, malgré votre accent belge, d'une entreprise à l'origine belge d'ailleurs. Concrètement, quelle est la difficulté de recrutement? Pourquoi vous ne réussissez pas à trouver ces jeunes filles qui vont ouvrir le coffre de leur voiture, monter la mallette et être capables de pouvoir présenter du mieux possible leurs bijoux? C'est ça l'enjeu. En fait, le recrutement n'a pas été un problème jusqu'au Covid. Et puis depuis le Covid, effectivement, les habitudes des personnes ont un peu changé. Et aujourd'hui, notre difficulté, c'est effectivement de remettre notre activité dans la tête des gens et d'attirer les personnes, parce qu'effectivement, on a un métier, je dirais plaisir, même si on a des règles. Mais donc la difficulté est là, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de communication pour l'instant sur la communication. Enfin, on communique beaucoup sur le recrutement. Qu'on soit clair, ce sont des personnes qui ont des statuts d'auto-entrepreneuses ou ce sont des salariés qui seront, lorsqu'elles décideront de s'engager dans cette carrière, elles seront en CDD ou en CDI? Alors non, c'est un statut hybride qu'on appelle le statut VDI en France, qui est à la fois, je dirais, on cotise à la sécurité sociale pour la retraite et pour l'assurance maladie et invalidité. On ne cotise pas pour le chômage, mais donc c'est un statut particulier qui a été d'ailleurs mis en place par la Fédération il y a quelques années. Qui permet quoi d'ailleurs? De pouvoir gagner sur les ventes, d'avoir un pourcentage sur les ventes, c'est ça l'enjeu? Tout à fait, donc il y a un pourcentage sur les ventes, une commission qu'on paye comme tous les mois, en fonction des ventes qui sont réalisées, et donc c'est un statut qui est vraiment, je dirais, qui protège également la personne, sauf du chômage. Avant de nous quitter, Nathalie, quand même, le plaisir de ce métier, il y a le côté, évidemment, on aime les bijoux, on fréquente des femmes, quelques hommes j'imagine, mais beaucoup de femmes. Les contraintes, c'est quoi? C'est qu'on est dans des horaires un peu décalés parce que les réunions se font le soir, les week-ends. C'est quoi les avantages et les inconvénients de ce métier? En fait, je vous dirais qu'il y a beaucoup plus d'avantages parce que c'est un métier qui vous permet d'organiser votre temps. On travaille à temps choisi, surtout pour les femmes qui ont des enfants, elles peuvent organiser leur activité comme elles veulent. Il n'y a pas d'investissement. Et en plus de ça, vous travaillez à votre rythme puisqu'il n'y a pas d'obligation mensuelle. Et donc, au contraire, je dirais presque qu'il n'y a pas de désavantages à cette activité puisque nous prêtons tout et qu'en fait les personnes qui arrivent chez nous ne doivent pas être formées puisque la société les forme. Donc elles seront formées évidemment à toutes les gammes, à connaître évidemment les pierres et les subtilités d'un bijou. Vous dites pas d'engagement, donc il n'y a pas de fixe dans ce métier? Il n'y a pas de fixe et donc vous travaillez effectivement en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez, vous gagnez en fonction du chiffre d'affaires. D'accord. Mais je peux vous dire qu'on a des personnes qui ont réalisé. En fait, tout dépend du temps que vous souhaitez consacrer à l'activité, parce qu'il y en a qui le font à titre complémentaire. Alors aujourd'hui, effectivement, comme nous sommes malheureusement en période de crise, nous permettons aux personnes d'avoir un complément de revenus, mais on a beaucoup de personnes qui ont fait carrière chez nous et... Un dernier mot, Nathalie Gremnitz. Combien de personnes vous recrutez là en quelques mots? Alors là, on a un objectif de 2000 personnes pour l'année 2023. 2000 personnes 2000 personnes. Et donc on a commencé cette année avec tous des indicateurs au vert après 2 années, après le Covid qui a été très très difficile. Et donc voilà, on vous invite vraiment à venir nous rejoindre pour cette activité qui vous permet de faire carrière. Faire carrière dans le bijou. Merci Nathalie Gremnitz, directrice Victoria Bijoux et présidente de la Fédération de la Vente Directe, qui est une fédération, vous l'aurez compris, qui travaille aussi sur les statuts pour améliorer le statut de ces hôtesses. On les appelle comment? Les conseillères de vente. Conseillères de vente en bijoux. Merci de nous avoir rendu visite et bonne chance pour vos recrutements. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Et merci à Marie aujourd'hui pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité. Et je serai là, évidemment, demain. Portez-vous bien. Bye bye.